Bah oui l'équipe, j'espère que ça va bien, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir été aussi nombreux la semaine passée pour la vidéo YouTube de la semaine passée. Celle sur Brand New Day, c'est trop cool. Ça parlait pas que de Brand New Day d'ailleurs. Mais c'est sympa parce que moi il fait beaucoup de retours, donc toujours pareil sur sur allez ça y est ça commence sur Insta et sur et en MP sur Discord aussi. Arc, t'as joué le jeu pour laisser les commentaires, donc merci, le commentaire. Donc, merci beaucoup, c'est super cool. En plus, c'était un commentaire qui était argumenté, long et tout, donc vraiment grave cool, quoi. Et à lire et à recevoir, donc vraiment merci beaucoup. Voilà, ça c'est le départ. J'ai beaucoup aimé ce que vous m'avez proposé dans vos retours parce que c'était agréable à lire, c'était sympa à voir et je suis content de savoir aussi que ça vous fait un peu du podcast. Euh, c'est pas du podcast quoi, mais enfin, c'est des vidéos d'accompagnement et que vous aimez bien. Je trouve que c'est grave cool en fait parce que moi j'aime bien faire l'exercice. Mais c'est vrai que voilà, j'avais promis à Alex de faire une vidéo par semaine, une vidéo tous les 15 jours, ce que j'ai du mal à tenir en fait, pas parce que c'est le manque de temps, mais parce que c'est vrai que en fait c'est, vous savez, le planning management. Comme à chaque fois que je fais une vidéo et où je vous dis voilà, si vous saviez la gueule de mon bureau et si vous voyez la gueule de l'autre bureau, c'est une cata, vraiment c'est pas possible. Donc oui, comme la semaine dernière, c'est pas tuto boucle, Ellie, hein, c'est pas tuto boucle. C'est, il fait trop chaud et c'est re la douche, là c'est la troisième, la troisième. Troisième c'est ça, Seb, hein, voilà, c'est ça, pas ça, mais ça. La troisième de la journée là, c'est horrible. Il fait moins chaud. On est le 18/08/2026, il est 17h52. J'enregistre beaucoup plus tard que ce que j'enregistre habituellement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, entre autres. Euh, c'est pour la suite de tout ce qu'on s'est dit, enfin de tout ce que je vous ai dit la semaine passée au niveau du... Comment ça s'appelle? Au niveau de Marvel, j'ai bien aimé, enfin au niveau de Marvel, c'était plutôt au niveau de Spider-Man du coup, mais ouais, c'était au niveau de ce que Marvel avait proposé, et j'avais parlé de Echo, que j'ai beaucoup apprécié. Alors c'est pas la meilleure série de ma vie, hein, et putain, j'avais fait le retour sur Moon Knight, et je sais plus l'autre, je sais plus ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit l'autre? Je sais plus, écoute, c'est pas grave. Et en fait, il fallait que je revienne She-Hulk. Vous voyez à quel point ça m'a marqué. Et en fait, il fallait que je revienne. Donc là, je me mets juste un petit mémo là, vite fait. Il fallait que je revienne du coup sur le. Je vous ai dit que je reviendrai sur le reste du MCU. Alors, pas ce que je n'ai pas vu, pas que ce que je n'ai pas vu, mais aussi les séries. Euh, Ce que j'ai vu et que vous avez probablement vu, c'est Wakanda Forever. Je sais que le film est pas du tout apprécié, du tout, c'est dommage. C'est dommage parce que j'ai cette sensation que les gens ils y reviendront, mais plus tard sur ce film. Qui est sorti, je vais regarder parce que je crois que c'est sorti en 2022, mais je suis pas sûr. Ouais, en 2022, c'est sorti. Euh, et je trouve Laetitia Wright, elle a un charisme de niquer, bien sûr. Et en fait, je pense que euh, si vous n'avez pas le contexte de Ryan Coogler, de la relation qu'ils entretenaient avec Michael B. Jordan, entre autres, bien sûr. Euh, Comment dirais-je? Donc Michael B. Jordan et Chadwick. Attends, hop, là, je reviens vite fait là-dessus. Merci. Et Chadwick Boseman, tout ça et tout. Vous pouvez pas comprendre à quel point ce film, je pense qu'il a dû être
il a dû être ultra difficile à réaliser, à écrire aussi, à tourner. Il faut imaginer, moi, bon, j'ai pas cette chance-là, mais si vous avez des amis avec lesquels vous avez avancé, progressé depuis une vingtaine d'années, mais dans le même domaine professionnel, peut-être des gens avec lesquels vous étiez en bas de l'immeuble quand vous étiez petit, ou dans les jardins des résidences peut-être dans lesquelles vous avez habité, tout ça et tout, et que vous avez progressé ensemble, ça doit être un arrachement, même pas un déchirement, mais ça doit être un arrachement du cœur de voir un ami mourir, jeune en plus, hein, du coup. Et, et c'est terrible parce que c'est j'avais vu pas mal de critiques en fait sur ce film, des critiques mais vraiment acerbes, assez négatives, et qui prennent pas en considération, qui prennent pas en compte en fait le fait que mais les gens qui font ces films-là, c'est des humains quoi, c'est pas des machines, c'est pas des robots, c'est pas des aliens sans émotion, et ce sont des artistes qu'on le veuille ou pas en fait, ce sont des artistes, et du coup euh, vous devez le prendre en compte ça en fait, quand vous regardez des films, vous devez prendre en compte ce qui se passe dans la vraie vie aussi, même si ça vous plaît pas. Voilà, quand il y a des trucs, moi il y a des trucs où il y a du. Tiens, bah c'était dans. Avec Marie, on a regardé la saison 5 de The Boys, qui est. C'est bien, mais c'est tellement moins bien que la première. Moi, à partir de la moitié de la saison 2, pour moi, c'était déjà mort. Hein, donc, bon, c'est tout vu, quoi. Parce qu'en fait, ça mêlait trop de ce qui se passait dans le monde réel, en fait. Et en fait, mais trop, mais de manière. Tiens, je te mets ça, tiens, devant la face, regarde, c'est ce qui se passe. Putain, mais vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire, quoi? Et donc là, dans The Boys, c'était, ouais, ça singe Ice, donc vous savez, le truc qu'il y a aux États-Unis, là, je sais pas, c'est quoi, c'est une espèce de GIGN public, enfin, ou public, mais pour, j'en sais rien, enfin, les migrants, ou les gens qui sont pas en accord politique ou quoi. Tu dis, ouais, c'est de la merde ce truc, mais, enfin, c'est de la merde. En fait, j'en sais même rien, en vrai, objectivement. Tu dis, bon, ça a pas l'air ouf, mais vous mettez ça dans la série, ok, mais vous en faites quoi? En fait, vous singez la réalité, mais pour dénoncer, pour rien dénoncer, pour dire ah c'est les méchants ou ah c'est les gentils. Enfin arrêtez quoi. Vraiment, c'est pas crédible, et c'est pas crédible et c'est terrible parce que c'est pas crédible et c'est pas cohérent non plus quoi. Et dans Wakanda Forever, j'avais aimé ça justement, j'avais aimé le fait que en fait c'est assez beau comme il a choisi de travailler la chose. C'est c'est une métaphore en fait. Je trouvais que c'était une belle métaphore. Le Wakanda, donc dans Black Panther, quand vous voyez Black Panther au cinéma à l'époque, c'est une expérience sociale. C'est-à-dire qu'en fait, en Occident, la majorité, c'est les Blancs, parce que c'est chez nous, donc c'est notre terrain naturel. Et en fait, tu te retrouves à voir un film où il y a que des Noirs, et les deux seuls Blancs, c'est les antagonistes. Alors, il y en a un des deux qui est pas un ennemi, au contraire. Après, c'est les États-Unis, hein, donc c'est pas l'ennemi, parce que c'est le FBI ou la CIA, je crois, un truc comme ça. Par contre, il y en a un qui est très clairement un ennemi du Wakanda. Et donc, pas un ennemi des Noirs, hein, c'est ça qu'il faut voir, hein, c'est un ennemi du Wakanda. Et. Oh merde, attends, Attends, c'est qui jouait ça? J'allais dire une connerie. En fait, je vais arriver au truc. Donc le blanc, c'était Martin Freeman. Je vais arriver à la distrib et en fait, je me rends compte que c'est Andy Serkis. Mais je pensais que j'allais dire une connerie. Je vais dire, attends, mais c'est pas Andy Serkis. Si, si. Euh, et en fait, ce qu'il y avait d'original dans ce film, c'est que du coup, donc toi, t'es au cinéma, t'es tranquille, t'es posé. Et l'expérience sociale, c'est, ok, je regarde ce film. Et en regardant ce film, eh ben en fait, je suis l'étranger. Donc c'était, franchement, le film, il est bien, mais l'expérience sociale du visionnage de ce film au cinéma, parce qu'après, c'est ce que je vous dis souvent, en fait, ce qu'il faut voir, c'est aussi comment ça réagit au passage télé. Ça, par contre, c'est un peu plus compliqué. En fait, le film perd pas sa substance, mais il perd ce substrat, en fait, ce substrat-là de
cette expérience sociale, moi j'avais adoré en plus, donc vraiment j'avais adoré au cinéma. Et en fait, c'était donc Ryan Coogler qui arrive au summum de ce qui peut être fait au niveau de la rentabilité. Donc, c'est d'aller chez Disney pour faire du Marvel, pour pouvoir voilà, faire un film avec un box-office à milliards. Et du coup, tu as tes deux acteurs qui sont bah, des amis dans la vraie vie. Donc, Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, enfin, vraiment, je vais pas dire rien à dire. J'ai pas vu Sinners, vous voyez, donc du coup, une fois n'est pas coutume. Hein. Mais, euh, mais c'était cool de le voir en face et en même temps un peu opposé, un peu allié à Chadwick Boseman parce qu'en fait, ben, dans la vraie vie, c'est des amis, quoi. Et ils ont commencé leur carrière, une part de leur carrière cinématographique ensemble avec Ryan Coogler. Et c'est génial parce qu'en fait, donc c'est trois noirs qui parlent de. Bah, enfin, qui parlaient, quand ils étaient plus jeunes, de leur vie à eux, dans leur terrain, dans leur territoire, aux États-Unis. C'est génial. Et c'était génial de voir leurs avancées respectives et communes au fur et à mesure, parce que bah, ça. Bah, c'est ce que je reprenais, enfin si vous reprenez ce que j'ai dit au tout début, là, c'est ça en fait. Tu te retrouves avec tes potes, tu te retrouves avec des gens avec lesquels tu partages quelque chose en commun, et c'est pas comme chez nous non plus. Là-bas, c'est particulier. Quand t'es un noir américain, c'est particulier, quoi, en fait. Et j'ose pas imaginer. Ça me fait penser. Hein, c'est pas pareil, mais ça me fait penser à Zack Snyder et les sueurs froides qu'il a dû avoir quand il a dû. Euh, Enfin, qu'il a pas pu finir, en fait, le Justice League basique. Et que quand il est revenu pour pouvoir faire la version longue pour HBO, ça a dû être terrible parce qu'évidemment, voilà, on parle de la mort, mais on parle de la mort dans la vraie vie, sauf qu'en fait, c'est transposé dans l'œuvre que tu proposes. Et là, donc, pour Ryan Coogler, donc voilà, next. Et là, pour Ryan Coogler, c'est un peu le même délire. C'est ton meilleur pote, enfin, c'est un de tes meilleurs potes, qui est un peu ta muse. Alors, c'est une muse masculine, mais ça existe, les muses masculines, et qui est un peu ta muse au niveau du cinéma. Et c'était fort parce que c'était pas la blaxploitation, mais c'était un peu la. Moi, j'adore la blaxploitation, mais c'est un peu la continuité 40 ans après, 50 ans après même. Blaxploitation, c'est les années 70. Euh, Où en fait, bah, c'est pas la revanche, mais c'est l'affirmation d'une part du cinéma noir américain sur une part du box-office, et qui va draguer aussi les blancs, parce qu'en fait, là-bas, pour eux, c'est important de regarder, vous savez, les Américains, donc les Nord-Américains, ils statistient tout, donc ils font de la stat sur tout, tout le temps, et en fait, quand tu te déplaces au ciné, ils savent exactement quel est le nombre de, enfin quel est le pourcentage de blancs qui s'est déplacé, les sino-américains, les afro-américains, les indiens, s'il y en a, même les religions, etc., etc. Donc parce qu'en fait c'est hyper important pour savoir où ils doivent aller. C'est pour ça qu'en fait les gens de manière globale en Occident ne comprennent pas la part de wokisme qui a été mise à l'intérieur de Disney et surtout des productions à grand public, parce que en fait ça c'est pas la partie que le wokisme veut défendre qui se déplace majoritairement, et on l'a vu, vous l'avez vu sur les résultats catastrophiques de certaines œuvres qui ont vraiment poussé le délire jusqu'au bout, où en fait ça correspond pas du tout, parce que ceux qui se déplacent principalement au cinéma là-bas, c'est des blancs, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat plus important, parce qu'ils ont de meilleurs postes, parce ils sont mieux positionnés, etc., etc. Donc ça c'est chez eux, hein, qu'on est d'accord. Et, euh, et donc c'était fort de se dire, tiens, bah voilà, on va mettre un casting fou noir, un directeur, un réalisateur, enfin, un directeur, enfin, ça, c'est le réal noir aussi, pour pouvoir faire tout ça, sauf qu'en fait, bah, ils avaient fait déjà leurs preuves, ces gens-là, donc du coup, bah, c'était pas un problème, enfin, ça semble pas être un problème. En tout cas, sur le papier, ça semble pas être un problème. Et, euh, et en fait, on se rend compte du coup que pour Wakanda Forever, ça l'est, et c'est cruel parce que, à titre perso, je trouve que le second film, Wakanda Forever, est bien meilleur que le premier, pour plein d'autres raisons. Alors, des raisons
IRL, et vous allez me dire, ouais, mais ça triche, ça compte pas, moi je veux voir l'histoire. Mais en fait, l'histoire, elle est vraiment cool, et elle permet de faire avancer, justement, euh, comment c'était l'ennemi, c'était Namor, je crois. Ça fait un moment que j'ai pas vu Wakanda Forever. Euh, et c'est ouf parce que on voit ça. Donc là, par contre, hier, je me suis refait les 3 Spider-Man avec Tom Holland, du coup, où j'ai revu certains trucs et je me dis, putain, j'avais raté certains trucs sur Zendaya, donc dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc du coup, une fois n'est pas coutume, mais à coup pas. Et, euh, et en fait, ouais, c'était ça. L'ennemi, c'est Namor, hein, je crois, dans ce truc. Et c'est dingue parce que, bah, du coup, ils vont chercher encore une minorité. T'es là, tu dis, ah putain, enfin une minorité ethnique chez eux. Euh, et tu dis, putain, vous en rajoutez encore, les gars, c'est chaud, quoi, en fait. Mais est-ce que vous pensez que ça sert à votre propos? Et là, oui. C'est ça qui était vraiment génial, c'est qu'en fait, on a accusé ce film de wokisme, mais à blanc. Là, pour le coup, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots bidon. Mais vraiment à blanc. Mais parce qu'en fait, mais t'es au Wakanda, quoi, en fait. Donc, du coup, t'as pas le choix que d'avoir ce casting-là. Et ben, tu vas chercher Namor, ben, t'as pas le choix non plus d'avoir ce casting-là. Et ça marche complètement. Pour moi, ça marchait complètement. Et donc, je vous dis, ça me fait penser donc, au deuxième épisode du Spider-Man avec Tom Holland. Donc, c'est Far From Home. Donc, ouais, c'est ça, où ils viennent en Europe. Et où il y a l'hommage, enfin c'est un hommage permanent, lancinant et tout, et là tu dis, ah là, vous forcez le trait, sur Tony Stark parce qu'il est décédé euh, dans le film, donc dans Avengers Endgame. Et en fait, c'est cette ombre, en fait c'est lancinant. Et puis en plus, le truc, c'est que ça n'a pas dû être évident parce que, donc encore une fois, c'est un film Sony proposé par Marvel Studios, machin, donc c'est très complexe en fait. Hein. Le fait d'utiliser Spider-Man au cinéma, c'est devenu un casse-tête en fait. Et enfin, surtout pour l'intégrer dans le MCU, parce que le MCU c'est Disney, c'est pas Sony. Et en fait, euh, dans Wakanda Forever, c'est le même délire. C'est lancinant. Il y a ce côté. Ah, ça m'a brisé le cœur. Quand j'ai vu le film, ça m'a brisé le cœur. Et c'est une des rares fois dans un film de super-héros où j'étais là, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, putain, ça marche en fait. Ça marche parce que tout le monde a été impacté par. Tout le monde dans leur casting, dans ce qu'ils ont vécu, dans leur chair IRL. Tout le monde a été impacté par Chadwick Boseman parce que le mec était trop fort, quoi. Il était hyper bon, juste, et évidemment, quand il est face à Michael B. Jordan, il n'est jamais aussi bon pour moi que quand il est face ou avec Michael B. Jordan. Et c'est terrible parce qu'en fait, comment elle s'appelle? C'est Jessica Wright. Euh, que je dise pas de bêtises. Laetitia Wright. Bon, il y a Lupita Nyong'o aussi. Lupita. Oh là là, mais quelle déesse, quoi. Bref. Et Angela Bassett. Oh putain, j'étais amoureux d'Angela Bassett quand j'étais gosse. Parce que je regardais le film Strange Days de Catherine Bigelow avec Ralph Fiennes à l'intérieur. Je crois que c'est le premier film dans lequel j'ai découvert Ralph Fiennes. Et Catherine Bigelow et Angela Bassett. J'étais mais amoureux. Elle avait un physique mais de l'espace. Oh là là, putain, mais vraiment. Ouf. Et en plus, elle vieillit très bien, donc du coup, c'est très bien, tant mieux pour elle. Et Black Panther 3 en 2028. Ok, bah, je suis en train de voir en même temps, parce que du coup, je me suis mis la fiche wiki de ce truc-là. Et, euh, et en fait, il se passe des trucs sur les plateaux, ils passent du temps ensemble, ça dure pas 2 jours, c'est des trucs, c'est long, et puis il y a toutes les phases de prépa avant, et puis il y a aussi probablement les reshoots qui se font après, mais il y a tout ce qui doit se passer juste derrière et tout, et t'es là, tu te dis putain, c'est impossible que tu crées pas quelque chose avec les gens, tisser des liens, créer des amitiés, ou peut-être juste des fréquentations de camaraderie, et tout le long de ce putain de film, il y a ce truc-là de du deuil, quoi, en fait. C'est le deuil. Et c'est terrible parce que il est pas décédé en 2022 Chadwick Boseman. Je sais plus quand est-ce qu'il est, il est décédé. On va regarder pour voir, mais euh, hop là, il est parti. Putain, 43 ans, quoi. En 2020.
C'est cruel. Ouais, c'est cruel. Et il savait en plus, hein. Il savait, hein. Et, et putain, c'est jeune de fou, 43, quoi. Et en fait, donc Lupita Nyong'o, elle joue le love interest à l'intérieur du premier film. À l'intérieur du premier film, même à l'intérieur de... C'était dans Civil War. Euh, et Letitia Wright, c'est donc la petite sœur, c'est le génie aussi de tout ça. On les voit aussi dans Infinity War aussi. Donc, t'as tout ça, tu sais, qui se mélange. Ouais, à la fin, voilà, il tire la. Et à la fin, il te fait chialer à la fin de ce putain de film, et t'es obligé. Vraiment, enfin, moi, je pense si t'es un brin d'humanité, et qu'en plus t'es touché, et que t'es un peu engagé avec les personnages avec lesquels tu choisis de passer du temps, au moins au cinéma, tu vois, moi, Black Panther, naturellement, c'est pas le genre de personnage vers lequel je me serais dirigé à la lecture, très honnêtement. Je connaissais de nom, mais jamais, je me suis jamais penché dessus. C'est comme j'en parlais avec Alex la dernière fois. Euh, Shang-Chi, avant de découvrir ça, donc avec Mathias, donc en film, là, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, quand je vois comment ça a été réalisé, quand je vois l'acteur, quand je vois l'univers qui me proposait, je me dis putain, mais ça me donne envie de niquer, mais vraiment, ça donne trop envie, quoi. Et pas pour aller draguer le marché chinois ou le marché asiatique, je m'en balais, c'est juste parce que ça a l'air super intéressant, ce qui est proposé. Après, peut-être que c'est de la merde, hein, j'en sais rien, tu vois, mais ce que je vois, ça m'intéresse. Ce que je vois dans le film m'intéresse, en fait. Et dans Wakanda Forever, dans Black Panther, c'était pareil. Et c'est vrai que dans Wakanda Forever, tout ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plus plu que dans le premier, parce qu'en fait, ça explore le monde selon leur perspective. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est la suite naturelle du film, du premier film, en bien mieux qu'une simple suite normale. Et je pense que c'est une des meilleures suites qu'ils aient faites à l'intérieur du MCU, de tout le MCU complet. C'est un des meilleurs films tout court pour moi, mais c'est vraiment une des meilleures suites parce que tu te retrouves à avoir quelque chose qui, qui a un intérêt à être vu. C'est long, hein, ça fait 22 minutes que je parle de ça, c'est pas du tout ce pourquoi je suis venu aujourd'hui. J'avais été marqué aussi par la musique de Ludwig Göransson, évidemment. Euh, Aujourd'hui, j'étais venu pour. J'ai pris des notes, j'ai pris plein de notes. J'ai plein de notes. J'ai 4 feuilles, 4 pages pleines de notes, parce qu'en fait, on a vu Miss Marvel, et je vous avais promis, donc à la fin de la vidéo précédente, je vous avais promis que je ferais ça. Mais surtout, et ça je me languissais, parce qu'en fait, là, il va y avoir Vision Quest à partir du mois d'octobre, je crois que c'est du 14 octobre, où j'avais pas fait attention du tout, j'avais pas vu les bandes annonces, et j'ai regardé la bande annonce de Doomsday, et en fait, j'ai vu qu'il y avait Vision Quest, je me suis dit, mais what, je vais regarder, tu vois. Il y a James Darcy en plus dans la bande annonce, donc ça veut dire qu'il revient en tant que Jarvis originel, non seulement pour la voix, et j'ai vu qu'il y avait Ultron, donc c'est à dire qu'il y a James Spader qui est à l'intérieur du film aussi. Donc ça vraiment c'est colossalement grotesque, c'est trop fort. Mais avant ça en fait, donc c'est Miss Marvel et donc Agatha All Along. Si vous voulez vous arrêter maintenant, allez voir Agatha All Along, mais il faut impérativement que vous ayez vu euh, Vendavision au préalable, et aussi Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc le deuxième en fait, donc pareil que j'ai revu aussi là dans la semaine, pour être certain. Je finissais le film d'avant, qui est donc les 4 Fantastiques, pour aller me reprendre cette douche, et je me suis dit, je vais enregistrer, comme ça au moins on est cool. Les 4 Fantastiques, premier pas, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai beaucoup aimé. Parce qu'évidemment, il y a Vanessa Kirby à l'intérieur. Vanessa Kirby que j'avais découvert à l'époque sur... alors, ça fait pas des masses d'années, quelques années quand même, dans la série... ah, mais attends, c'est quoi? C'est The Throne ou The Queen? Je me rappelle plus. Tu sais, sur Netflix. Où elle joue la sœur de la reine Elisabeth. Mais instantanément, j'avais vu cette meuf, je m'étais dit, ah waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle est d'une
Alors, non seulement esthétiquement elle est jolie, mais en fait, c'est la manière dont elle se tient, on dirait une danseuse en fait. Peut-être que c'est le cas, ou peut-être que c'est une sportive de haut niveau ou quoi, parce que quand tu vois le physique qu'elle a, enfin de haut niveau, j'en sais rien, peut-être pas de haut niveau, mais quelqu'un qui se donne bien physiquement. On l'a vu par la suite, évidemment, dans Mission Impossible, où elle avait pareil un physique, mais coupé, là, tu te dis putain, mais c'est superbe. Donc, j'étais très heureux de savoir que c'était Vanessa Kirby qui prenait le rôle de Sue Storm. Et un peu déçu du cast par rapport à Pedro Pascal. Je suis pas un fan, moi, de Pedro Pascal de manière globale. C'est pas ma tasse de thé. Je l'avais beaucoup aimé. Je trouve il a ce qu'il faut d'assez efféminé autant que de virilité pour aller dans Game of Thrones pour jouer. C'est quoi, la vipère, je crois que c'était. Celui qui, techniquement, fracasse la montagne. Euh, mais sans ça, dans le Mandalorien, ça me parle pas. Enfin, il me parle pas dans la majorité, pas dans la majorité de ses rôles, c'est pas vrai, mais dans une partie de ses rôles, il me parle pas des masses en fait. Et pourtant, j'ai objectivement rien contre lui. On va regarder vite fait. Il y avait une série, je crois, bon, dans Kingsman, oui, dans Equalizer 2, j'ai pas vu. Dans Triple Frontière, c'était zéro. Ah oui, il m'avait fait rigoler dans Wonder Woman 84. Je l'ai en Blu-ray, je crois, ce truc. Euh, Gladiator 2, j'ai pas vu. Hors de question que je regarde ça. Eddington, j'ai pas vu. J'aimerais bien voir. Mandalorian et Grogu, je regarde pas ça. À la télé. Ok, en série télé. Mais attends, mais il avait pas fait. Attends, je descends. Ah putain, dans Nurse Jackie, il a été incroyable, ouais, dans un épisode. Euh, Il avait pas fait genre Graceland ou un truc comme ça, et Narcos aussi. Attends, putain, je vois pas. Body of Proof, un épisode. Donc, Game of Thrones, Oberyn Martell, exact. Graceland, 11 épisodes. Juan Balillo. Et Narcos, Javier Peña. Là, je l'avais adoré par contre. Là-dedans, j'avais adoré. Ah ouais, c'est pour ça que je me dis, attends, mais je le connais d'ailleurs aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait dans la série aussi The Last of Us. Pas vu. Dommage parce que dans la série The Last of Us, il y a Anna Torv, dans la première saison, ou dans la deuxième saison. C'est l'actrice principale, Anna Torv, de la série Fringe, une de mes séries préférées ever. Et ouais, et du coup, c'est vrai que donc, voilà, finalement, j'ai vu pas mal de trucs de lui, donc surtout en série. Et je dis pas qu'il joue mal, hein, c'est pas ça, mais je, je le trouve plat. Je sais pas, je le trouve fade en fait. Bon, je sais pas. Joseph Quinn, oui, dans la Torche Humaine, oui. Ebon Moss Bakrar, je sais pas qui c'est. Je vais être honnête avec vous, donc c'est la chose à l'intérieur de. Enfin, c'est Ben Grimm, quoi, dans les 4 Fantastiques, je sais pas qui c'est. J'ai dû, peut-être qu'il est passé. Ou alors c'est moi qui suis complètement à la masse. Dans Andor, dans The Punisher. Ça me dit rien du tout dans Punisher, je vois pas. Mais par contre, celle que je vois bien, c'était Julia Garner, parce que Julia Garner, je l'ai découverte dans la série Ozark, avec Jason Bateman. C'est une tuerie. Je sais même pas quel âge elle a, cette meuf, parce qu'elle a l'air jeune. Ah ouais, non, en fait, elle fait beaucoup plus jeune que ce qu'elle est. Elle a 32 ans. Et en fait, elle joue. Donc, elle était dans The Americans aussi. Une des meilleures séries de tous les temps, tout court. Elle joue le surfeur d'argent, la surfeuse d'argent. Dommage, parce que j'ai l'impression qu'on la reverra plus jamais dans ce rôle. Peut-être que c'est qu'une impression, j'espère. Elle a un charisme de bâtard. Mais c'est un truc de fou. Cette meuf, il la faut dans tous les films. Vraiment, je sais pas si tous les rôles lui vont, mais elle a un truc, et c'est dingue parce que si t'as déjà vu l'actrice, tu regardes la série, et tu vois que c'est elle. Contrairement à plein de rôles de manière globale, où tu vas avoir des gens qui sont grimés d'une certaine manière, où tu vas même pas les reconnaître. Je mets un exemple très simple. C'est Colin Farrell dans le dernier Batman, dans The Batman avec Pattinson, où il joue le pingouin, tu dis, tu reconnais pas Colin Farrell. C'est une performance, mais est-ce que ça dessert pas un peu aussi le truc?
je sais pas, tu vois, et c'est ouf, tu sais, tu dis pas, ah, il y a un air. Après, c'est bien aussi, hein, ça veut dire que du coup, tu reconnais pas du tout le gars et tout, mais il est tellement grimé que du coup, tu remets pas du tout le mec. Tu mets le perso, ça y a pas de souci, mais tu remets pas du tout le mec en fait. Là, Julia Garner, elle est. Dans ce rôle, tu dois être sculptural en fait. Je sais pas comment elle est physiquement ou quoi, tu vois, cette meuf. Moi, elle est charmante, enfin, en tout cas, son visage, il est excessivement esthétique, mais tout ce qu'ils lui mettent dans la gueule dans ce film et ce qu'ils lui font faire en tant que surfeuse d'argent, magnifique. Ça lui va super bien, c'est badass as fuck. Et je l'avais vu ce film, donc du coup, Les 4 Fantastiques, Premier Pas, ça s'appelle Premier Pas, en français. La DA, cette DA rétro-futuriste là, ça c'est ma cam, ça. Ça c'est ma cam absolue. Je suis fan, je suis fan. Voilà, vraiment, je suis un suceur. Je suis à mort, je suis fan de ça. Le, le scénar, c'est basico-basique, mais en fait, ça marche de fou. Ça marche de fou, quoi, en fait. C'est. L'intro, elle est géniale. En plus, c'est un film qui est excessivement rythmé. Je crois que c'est Michael Giacchino qui fait encore la BO, exactement. Donc ça, pour le coup, ça marche vraiment bien. C'est un film qui vient juste après Thunderbolt, que j'ai adoré. Hein, Thunderbolt, vraiment, c'est dingue. Alors, Les 4 Fantastiques, c'est pas le meilleur film de tout le MCU, hein, loin de là. Mais c'est un film qui fonctionne très bien pour introduire ces persos, pour aller probablement là où ils veulent aller par la suite. Et évidemment, parce que c'était ça la scène de tease de fin de Thunderbolt, c'était le fait qu'on voyait la fusée avec marqué 4 dessus, donc les 4 Fantastiques, arriver dans notre univers à nous, enfin dans notre univers, dans leur univers à eux, donc sur la Terre 616, 636, on s'en bat les couilles. Euh, et, euh, et donc c'était le tease pour te dire, les gars, il va y avoir les 4 Fantastiques, restez bien accrochés, ça arrive. Effectivement, c'est arrivé. La même année, hein, c'est arrivé, mais c'est arrivé à peu de temps, je crois, d'intervalle en plus. Je l'ai pas vu au ciné. Vous savez que j'ai boudé le ciné pendant quelques années. Hein. C'était pas un caprice de gosse, hein, c'était vraiment quelque chose. Vous savez que c'est quelque chose qui m'anime le cinéma, mais je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma parce qu'il y a les scènes en fait du surfeur d'argent, la surfeuse d'argent. J'aurais voulu voir ça. Là, je le vois sur la télé, ça me file déjà les frissons. J'aurais vu ça au ciné, je crois que je me serais pissé dessus, quoi, tellement c'est ouf. Et le film est cool, je sais pas si vous avez vu ça, mais le film est vraiment, vraiment cool. Miss Marvel à côté, euh, j'ai noté, je vous jure que c'est vrai, je sais pas si vous allez voir, l'intro colossale, et en bas, premier épisode, je marque que c'est vraiment, vraiment cool. Mais le problème, c'est que ça tient pas sur la longueur. Il y a un épisode où ils partent au Pakistan. Euh, Ouais, tu vois, épisode 4, j'ai rien noté dessus, tu vois, épisode 4, bof. Et il y a Damage Control qui est là, donc euh, Dado, comment c'est qu'ils appellent ça, Deo, je crois, un truc comme ça là. Donc ils sont dans Spider-Man Brand New Day, ils sont dans toutes ces putains de séries en fait. Et c'est là où tu te dis, putain, j'ai manqué des trucs, j'ai pas manqué des trucs. Je vous le fais clair, l'intro de Miss Marvel, le premier step de Miss Marvel, il est génial. C'est avec la musique Blinding by the Light. Euh, c'est un stop motion. Il est trop bien foutu. Parce qu'elle elle aspire un jour à devenir un super-héros. Bon, voilà, coup de bol, ça arrive. Et son exemple, c'est Miss Marvel. Et en fait, en fait, c'est pas pour comprendre The Marvels, mais pour voir The Marvels, vous êtes techniquement obligé de vous taper cette série. Moi, j'avais vu The Marvels avant, mais en fait, je connaissais le personnage de Kamala Khan parce que j'avais fait un jeu, Mathias, il m'avait passé un jeu à l'époque. C'était Marvel Assemblée, je crois, un truc comme ça, il me semble. Où le personnage que tu joues, c'est Kamala Khan, on te laisse pas le choix. Très mauvais le jeu. Hein. Euh, et j'arrive pas à accrocher déjà au perso, elle parle trop.
Enfin, elle parle trop, c'est pas qu'elle parle trop, mais enfin, c'est une adolescente en fait. Elle parle trop, mais pas comme Peter Parker, tu vois. Peter, quand il parle, il pose des questions sur plein de choses. Elle, c'est des questions d'adolescente basico-basique de maintenant en fait. Voilà. C'est pas trop dans mes goûts, je pense que vous le savez. Dessinatrice de génie, pression adolescente pour le futur. Ça, par contre, c'était super bien développé dans le premier épisode. C'est vraiment un épisode qui est excessivement accrocheur, qui te donne envie d'aller voir le reste de la série. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je disais par rapport à Moon Knight, où j'ai eu du mal à Moon Knight du début jusqu'à la fin, parce qu'en fait, j'arrivais pas. Il n'y a rien qui m'engage avec le perso. Là, pour Miss Marvel, même si la série, elle m'a pas emballé des masses, il y a des épisodes qui m'ont vraiment plu parce que en fait, tu vois une part de l'adolescence des ados de maintenant, donc, enfin, de ce que je me fais en tête que les ados de maintenant sont. Donc, la pression adolescente pour le futur, elle voit tout sous forme de dessin et de comics. Donc, ça, j'adore parce que bah, moi, quand j'étais plus jeune, là, vraiment, ça m'a touché de fou. Dès qu'elle se déplace, elle va faire du vélo avec son pote, ils imaginent des histoires, des scénarios de son pote qui est pas son love interest, mais tu comprends que lui, il aimerait peut-être un peu plus, tu vois. Euh, elle se déplace. Et en fait, tu comprends que son imagination, elle est tellement forte que bah, tu vois donc dans toutes les scènes qui sont tournées ce qu'elle imagine, qui est retranscrit directement sur les murs et tout. Vraiment, c'est non, vraiment, c'est sympa quoi. C'est vraiment super sympa, original quoi. Effectivement, elle suit sans envie la culture dont elle hérite. Cette culture, elle aime, mais elle l'embarrasse de fou. C'est ce que je note. Et c'est la culture. C'est pas la culture pakistanaise qui la gêne, c'est la culture musulmane en fait qui la gêne. On le comprend, c'est dingue. Et pourtant, elle se plie quand même à ce qu'il y a à faire. Et c'est ouf, tu te dis quand même que c'est un héritage fort qu'il y a. Et ça revient un peu plus tard. Il y a il y a deux trois trucs, ça m'a pas trop plu quand c'était amené. Et il y a deux trois autres choses, je me suis dit, ah c'est sympa de parler de ça, même si on s'en bat les couilles parce que c'est pas ce que j'ai envie de voir. On s'en bat les couilles dans ce truc-là, on s'en bat pas les couilles dans l'histoire, dans la grande histoire ou dans l'histoire moderne des déplacements de peuple, tout ça. Mais on s'en bat les couilles dans un truc de Marvel, ça n'a rien à foutre ici, quoi. Euh, et donc, je note que elle contraste avec le traditionnalisme familial qui est très très fort. Son frère, par exemple, où tu comprends, tu sais, qu'on nous fait passer ça pour le modernisme, mais on comprend que c'est un intégriste sous couvert de certaines choses, un peu. Pour moi, en tout cas, c'est ça, tu vois. Je le vois comme ça et ça m'interpelle. Je regarde et je me dis, ok, on est sur Disney et on nous vend l'intégrisme comme quelque chose de l'islam. Enfin, comme ça, tu te dis putain, c'est ouf. Moi, je trouve ça ouf, quoi. Ça me ça me choque pas de parler de ces choses-là. Ou pareil, si vous me connaissez, vous savez bien que c'est pas le genre de choses qui me ça me gêne pas de parler de ça. Mais on s'en balèque dans Marvel. Et vous voyez, ça va. Vous pourriez vous dire, ah ouais, mais c'est pareil que quand tu parles de Wakanda, machin et tout. Mais non, c'est pas pareil en fait. C'est pas pareil parce qu'on nous fait pas. Là, on nous fait pas la leçon avec une religion, on nous parle de gens. Et de gens qui vivent une communauté, mais parce qu'ils se ressemblent ethniquement. Et donc, on peut l'entendre en fait. Là, on nous parle de gens qui sont importés en plus. Et, et c'est ouf parce qu'ils le disent eux-mêmes. Ça, vraiment, c'est fou quoi. Kamala, ah voilà, Kamala et Bruno sur le toit. Donc ça, c'était oui, ils sont trop. Ah ouais, c'est ce que je note. Ils sont trop mignons. Tous les deux, mais ils sont trop mignons. Ah voilà. Eh ben, vous voyez, c'est exactement ce que je note. Il y a un match de basket. On comprend que donc elle s'en prend plein la gueule bah, parce qu'elle est un peu grosse, parce qu'elle a pas la tête qu'il faut, parce que bon mais c'est comme ça, mais c'est la vie, hein, c'est pas parce que t'es de telle ou telle ethnie que tu t'en prends pas plein la tronche. Je pense que quand vous avez été à l'école, vous en êtes pris plein la tronche parce que bah, c'est comme ça. Moi j'avais des lunettes, on me cassait les couilles, j'étais l'intello, on me cassait les couilles, bah, c'était comme ça en fait. Voilà, c'était la vie. C'était le serpent à lunettes. Ou le schtroumpf à lunettes, parce que c'était l'époque. Ah, les bâtards. Putain, c'est génial. Et en fait, ce qui me saoule, ça m'a. Mais vraiment, j'ai regardé, je me suis dit, mais putain, mais sa mère, ça me gave. C'est l'entraide après le match de basket, où la seule personne qui va lui donner quelque chose, c'est la meuf avec le voile. Tu dis, mais et tous les autres, c'est pas des ennemis. Hein. On vous aurait pu montrer que c'était quelqu'un qui n'est pas musulman, qui va l'aider, genre peut-être un chrétien ou peut-être un juif ou quoi, mais pas du tout en fait. Ça,
Ça, pour moi, c'était rédhibitoire. Et pourtant, la vibe au global de cet épisode, c'est passé. Vous voyez, comme quoi, c'est assez ouf. Épisode 2, ah ouais, dans la mosquée. Alors là, par contre, ça m'a beaucoup plu parce que ça critique la section femmes. Vous savez, je sais pas si vous êtes si vous avez eu la chance, en tout cas, d'aller déjà d'être déjà allé dans une mosquée. Si vous avez cette chance, vous savez que c'est séparé. Très clairement, très nettement, on voit bien comment les gens sont séparés, du coup, de manière très réelle. Et il y a une critique sur la section femmes, et putain, je me suis dit, ça, et du coup, donc, ça contrebalance directement avec ce qui se passe dans l'épisode où tu dis, ah ouais, donc vous avez fait ça au début, et là, vous faites ça, tu dis, mais, je sais pas. Bruno qui est jaloux. Tu te dis, ça c'est ouf. Je vais être obligé d'arrêter l'enregistrement. Je fais une pause, je reviens de suite. Donc je reprends l'enregistrement. Donc je viens de juste de raccrocher. Désolé, c'était important. C'était très très important. Quelqu'un qui compte beaucoup, donc du coup voilà. Et donc ouais, donc t'as cette critique là qui était faite. Et Bruno qui est jaloux pour une bonne raison. C'est souvent comme ça les gars. Si vous êtes jeune, pensez-y. Vous faites pas baiser la tronche, c'est pas ne soyez pas trop gentil, c'est donner aux gens qui vous donnent. Si on vous donne rien, vous donnez rien. Pensez-y, parce que si... Je me suis vu dans cet enculé de perso de Bruno quand j'étais plus jeune à dire ah non, mais c'est pas grave, machin, c'est pas grave. Il est présent, à l'écoute, il est confiant, et quand le BG arrive, il disparaît de ses yeux à elle. Voilà, c'est comme ça, cherchez pas les gars. Souvent c'est comme ça. Et en fait, c'est comme ça parce que vous manquez de confiance. Pas envers les autres, juste envers vous. Et c'est pour ça qu'on vous a vendu la confiance en soi comme un produit et un objet marketing, alors qu'en fait, ça n'existe pas, la confiance en soi. Alors, par contre, ouais, après, putain, il y avait la comédie musicale, j'ai noté, donc entre parenthèses, j'ai noté bien joué la comédie musicale. Dans l'épisode 2, en fait, dans tout le long de la série, il y a des phases de comédie musicale. Vous n'êtes pas non plus sans savoir si vous me suivez depuis un long moment que j'adore les comédies musicales. Et certaines choses là où je me dis putain c'est bien foutu quoi, vraiment c'est bien foutu. Bruno à Caltech ou pas, il hésite évidemment. Elle a attendu le BG à la sortie et pas lui, ça c'est cruel. Ah voilà, ça c'est ça. Ça raconte la partition Inde, Pakistan, Bangladesh. C'est ce que je vous disais au préalable. Si ça peut permettre au plus grand nombre de s'intéresser à ça, ok, pourquoi pas. Mais là, vous voyez, c'est cette phase-là, en fait, ce que je disais un peu plus tôt dans cette vidéo, où pour moi, le wokisme, ça a un problème, et le problème, c'est que c'est pas pour taper sur le wokisme, parce que je pense, comme dans tout, je pense qu'il y a du bon, peut-être à ça, c'est pour que ceux qui sont pas concernés par ces causes-là puissent se dire, putain, mais en fait, c'est vrai que ça, c'est un peu injuste, ou ça, c'est un peu injuste. Il y a des trucs comme ça, je pense que ça a forcément du bon pour certaines choses, pas pour tout, mais pour certaines choses. Et là, le truc, c'est que peut-être que c'est con ce que je vais dire, mais quand tu regardes une série Marvel, ou un film Marvel, ou quand tu es dans l'univers Marvel, c'est pas pour être confronté froidement à la réalité du terrain. Vous voyez, quand quand à l'époque vous aviez le professeur Xavier face à Magneto, donc à Eric, il y a eu des lectures spécifiques et où en fait on comprenait en transcription que c'était un peu le combat Luther King Malcolm X par exemple. Pas le combat mais la manière d'approche. Et c'est cool parce que du coup ça en fait c'est subtil, c'est bien amené et donc ça donne envie d'être lu parce que tu peux t'identifier à ce que tu vois et aller chercher un sous-texte qui est pas si caché que ça pour aider les gens dans leur propre lutte. Et c'est cool parce qu'en fait, c'est aussi ça le rôle de l'art, d'une part de l'art, pas de dans son entièreté, mais c'est de mettre en évidence des points qui semblent peu l'être pour certains. Euh, En tout cas, par le dessin, pour moi, ça a toujours été ce cas-là où tu regardais les choses, ça te permettait d'amplifier certaines choses. Tu disais, putain,
c'est absurde, mais regardez. Mais comme, quand j'étais plus jeune, moi j'étais abonné à Charlie Hebdo, ça me faisait rire. À Fluide Glacial aussi, je trouvais ça hilarant. Et en même temps, ça n'empêchait pas de pas forcément partager les idées qui étaient proposées. Mais je trouvais que c'était hilarant parce que ça mettait en exergue des choses que les gens, ils avaient en face d'eux et qu'ils voyaient pas, quoi. Et c'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Et là, le fait d'en parler froidement, c'est du divertissement, les gars. Vous oubliez trop. Je pense que vous avez trop mélangé. J'espère là que vraiment qu'on a terminé avec ce moment-là, parce que quand vous faites du divertissement, vous vous adressez à des gens qui sont excessivement malléables. Je sais que c'est fait exprès, du coup, hein, c'est pour ça que vous faites ça dans ces offices-là. Mais je trouve ça ultra malsain, en fait. Pour moi, hein, je pense qu'il y a la hauteur d'esprit là-dessus pour pouvoir sortir et me dire, oh non, franchement, vous avez pas fait ça. Ils le font, je sais pas, tu vois. Célébration de l'Aïd. Alors là, c'est cliché au possible, hein. Surtout quand tu viens à Marseille, c'est ce que je note. Je veux pas vous cacher que il y a quelques années en arrière, un dimanche, je viens manger chez ma mère, ou un dimanche ou un lundi. Les murs ici, c'est du papier, vraiment premier degré. Euh, dans la salle de bain, elle est mitoyenne à la salle de bain d'à côté. On a entendu les cris d'un mouton qui se faisait casser la gueule pour ce moment-là. Je te dis, premier degré, t'as pas envie, quoi. Ça file pas envie. Du tout. Et là, vous savez, c'est les clichés à l'américaine. En fait, ce qu'ils font là pour l'Aïd, c'est le cliché à l'américaine tu sais, la petite ville perdue au fin fond de, tu sais pas quel trou du cul du beau bled de machin, où la femme est partie pour la grande ville d'à côté, ou pour New York ou Los Angeles, et elle revient passer les vacances de fin d'année avec ses parents, parce que ils ont peut-être pas forcément les moyens de se déplacer cette année-là, parce qu'ils peuvent pas physiquement ou quoi. Et en fait, elle re-rencontre l'homme de sa vie, et tout ça, c'est les téléfilms de Noël, tu vois, de se dire, bon, tu vois, donc c'est cliché au possible, ça, mais pour l'Aïd. Ça marche pas. Je vous le dis, ça ne marche pas du tout. Par contre, ce qui marche de fou, et ça pour moi, c'est révélateur de ce dont on ne parle pas, donc vous voyez comme quoi c'est aussi important que je suis critique, mais je sais reconnaître aussi les points forts, la politique interne pour la mosquée. Ça, c'est quelque chose euh, c'est quelque chose en fait, qui n'existe pas. Moi, je suis un catholique. Quelque chose qui n'existe pas à l'église parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. Euh, Là, ça m'a beaucoup plu. Vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et la jeune femme qui incarne ça, pareil, elle dégage quelque chose. Elle a un charisme. Et je sais pas, elle a été excessivement bien castée pour ça. Elle a un charisme de ouf. Est-ce que je l'ai noté un peu plus loin? Non. Je vais regarder, je vais vous dire qui c'est, parce que vraiment, elle m'a beaucoup plu dans sa manière d'amener ce qu'elle est en fait, ce qu'elle est, mais le rôle qu'elle a, ce qu'elle est, mais par rapport au rôle qu'elle a dans la série. Yasmine Fletcher, qui joue donc Nakia Bahadir. Elle m'a plu de fou parce qu'elle accroche à l'écran. Donc vous savez, encore une fois, hein, je casse les couilles avec ça, mais malheureusement, ça compte. Et Iman Vellani, en fait, c'est ouf parce que du coup, dans son rôle de Kamala Khan, en fait, elle l'incarne super bien. En vrai, elle l'incarne super bien parce qu'elle casse les couilles tout le temps, quoi. En fait, c'est un truc de fou. Mais elle incarne super bien le truc et elle a ce truc. Elle est ultra typée en plus. Je sais pas oh putain, elle est jeune en plus. Elle est pakistanaise. Elle a 24 ans, donc elle est hyper jeune. Elle est canado-pakistanaise. On passera, donc elle est pakistanaise. Donc elle sera dans Secret Wars, mais elle ne sera pas apparemment dans Doomsday. Voilà, je viens de vous spoiler, mais de me spoiler aussi. Et du coup, donc ouais, elle est ultra typée, et ça marche de fou, parce que c'est ce qu'on a besoin pour... comment dirais-je, pour son rôle. Et Yasmine Fletcher, elle est donc
Du comté d'Orange en Californie. Ok, nice. Ça ne me dit pas autre chose. Euh... Ok, ok. Bon, ils disent juste américaine. Bon, elle n'a pas d'origine, évidemment. Ça, c'est pas possible. Hein. Quand vous êtes américain, vous avez forcément des origines. Et chez eux, ça compte, donc ils le mettent en avant. C'est pour ça, en fait, qu'ils le mettent énormément en avant. Parce que c'est pas comme chez nous, quand vous êtes français parce que vous êtes français. Première mission, donc toujours pareil dans l'épisode 2, première mission assez étrange, mais marrante. Ah oui, et putain, et je note comment font les flics pour pas l'avoir partir avec le BG. Mais parce que ça me fait penser, je l'ai noté entre parenthèses, c'est ce qui m'avait énervé dans Kenobi. Là, je le note ici. En fait, elle passe derrière une espèce de Hummer de la. Merde, comment ça s'appelle De Damage Control. Les mecs, ils sont 15 000. Et le beau gosse, il arrive avec la Porsche. Il se gare. Elle rentre dans la voiture. Ils partent. Les autres, ils ont pas le temps de faire le tour du Hummer, d'arriver. Et ils sont là, ils regardent, genre, mais que s'est-il passé? Mais attends, mais la voiture, elle s'est pas volatilisée. Tu dois la voir au loin partir quand même. Pas d'hélico, rien. Ça c'est le genre de truc, vous connaissez, hein. Dans Kenobi, c'était pareil. Ça me casse les couilles, mais de fou. Euh, Dans l'épisode 3, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et c'est ce qui fait la différence, je pense, religieuse. Et je pense que c'est pour ça que c'est mis en avant là-dessus. Je note, souvent on te fait comprendre que la mosquée est inévitable. En fait, je sais pas si vous savez, mais quand vous avez une mosquée sur un terrain, ça sous-entend, pour les musulmans en tout cas, ça sous-entend que cette terre est islamisée. Euh, et du coup, est islamique du coup. Et donc, tant mieux, hein, enfin voilà. Et donc, ce n'est pas que pour marquer le territoire, c'est pour montrer la conquête. Et là, c'est fait vraiment, c'est orienté là-dessus. Ça, pareil, je trouve ça ouf que dans une série Disney, on ait ce genre de truc. Une série Marvel, mais c'est une série Disney, qu'on ait ce genre de truc qui soit mis en avant comme ça. Au profit de quoi? Je me pose la question, parce que je suis pas persuadé que ça doit être évident, et on nous le montre aussi. Justement, c'est ça qui est fou, quoi, en fait. Il y a des épisodes où tu dis c'est l'intégrisme, et de l'autre côté, t'as Kamala qui est là, et il y aura pas d'intégrisme avec elle. Ça, c'est clair et net. Elle vous le fait bien sentir, malgré le fait que, voilà, quand elle est à la mosquée, il y a le voile, tout ça, mais bon, voilà, c'est normal. Mais ça fait bizarre, vraiment, au premier degré, ça fait bizarre, parce que en plus, c'est une série qui s'adresse aux adolescents. Là, vraiment, pour le coup, on choisit pas ce personnage pour s'adresser à des gens de mon âge, parce que justement, les gens de mon âge, ils vont avoir cette lecture que moi je vous donne. Enfin, en tout cas, j'espère, parce que si c'est pas le cas, vraiment, je pense que vous êtes passé à côté de plein de choses. Euh, Et dans le lot de tout ça, donc dans le lot de la mosquée qui est inévitable, il y a ce côté pakistanais qui revient, et forcément, le côté pakistanais, c'est un côté indien. Et là, c'est ce que j'ai noté, le mariage façon scène Bollywood, c'est oui, parce que j'adore le cinéma indien. J'adorais le cinéma indien. Ça fait des années que j'en ai pas consommé. Je peux faire genre j'adore, je suis un fan absolu, oh mon dieu. Le dernier film que j'ai vu, c'est un film indien, c'est pas vrai. Il y a des années en arrière, j'en consommais beaucoup. J'en ai pas mal en DVD. En DVD, ouais, parce que c'était il y a longtemps. Et j'ai adoré comment c'était proposé, et le fait de voir les danses traditionnelles, le fait tout ça et tout, ça marche. Moi, j'ai fait plein de mariages, donc pareil, les mariages hors, euh, hors, hors catho que j'ai fait, hors chrétien que j'ai fait, c'est des mariages musulmans. Ça fait la fête. Et ça fait pas la fête pour rigoler. Ça fait la fête de l'espace. Euh, Meilleur mariage que j'ai fait, c'était un mariage grec. Mariage grec, c'était ouf. Avec des Géorgiens qui dansaient, et puis des mecs là qui sautaient dans tous les sens et tout. Putain, mais calmez-vous les gars. Non, je rigole, vous calmez pas. Par pitié, continuez, c'est trop beau. Puis des danseurs, tu sens que les mecs, ils défendent une culture quand ils font ça, ça c'était incroyable. Et c'était super. Bon, bref.
Épisode 4, j'en ai absolument rien retenu. Alors j'ai noté parce que je savais que j'allais oublier la série, hein, je préfère être honnête avec vous. Il y a même des trucs où j'étais là, je me suis dit, je sais plus. Épisode 4, bof. Par contre, je note Damage Control. Je sais pas pourquoi je l'ai noté, mais je l'ai noté, ça c'est sûr. Combien d'épisodes dans cette série de cons là 6 épisodes. Et après, on va passer à une des meilleures séries, peut-être à la meilleure série de Disney ever. En fait, je pense que le tronc commun, c'est pas la meilleure, mais c'est le tronc commun qu'il va y avoir, c'est en fait quand tu auras Vision Quest qui sera sorti, faire WandaVision, Agatha All Along et Vision Quest d'affilée, je pense que ça va déchirer de fou, quoi. Vous savez que WandaVision, c'est une de mes séries préférées de tous les temps. C'est dans mon top 20 largement parce que c'est ouf hein, de se dire ça. C'est cette série qui prend en considération que vous avez vu, vous êtes un enfant de la télé, un vrai, et vous avez passé du temps devant la télé. Ça te donne ça comme ça, vraiment c'était ouf quoi. Épisode 5 de Miss Marvel. Je sais pas trop quoi en penser, c'est ce que je note, même si Brian, semble prendre un chemin intéressant avec sa possession. Là, ils sont au Pakistan. Enfin, ils sont au Pakistan. Pakistan d'Hollywood, hein, quand même. Je sais pas. Épisode 6, j'ai adoré, c'est ce que je marque. C'est très satisfaisant. Le plan dans l'école est vraiment génial. Ah oui, putain, il y a. Donc, pour casser la gueule à Damage Control et faire en sorte qu'ils puissent s'en sortir, ils ont un plan. Et vraiment, c'est un plan de gosse des années 80 dans n'importe quel film ou série que tu aurais pu voir à ces époques-là. C'est de la bombe. Ça, vraiment, c'est vraiment sympa. À la fin, il y a un fond de musique de X-Men. Je vous dis que ça, qui est très bien senti. Dans cette série, comme dans Agatha qui arrive après, Agatha vraiment c'est dinguerie. Agatha j'ai plus de trucs hein, à dire. Voilà. Beaucoup plus de trucs et c'est positif hein, en plus. Euh... Très très bon. Et là pour le coup, une série, donc c'est ce que je note dans son entièreté, donc je l'ai fait one shot, histoire d'être certain. Une série géniale sur l'adolescence. C'est-à-dire qu'en fait la série elle est pas ouf de manière globale, mais c'est une bonne série pour les adolescents, et je pense pour les adolescents de cette époque, si le message religieux, il est bien pris avec quelqu'un qui peut te guider derrière. Parce que sinon, tu te laisses avoir et tu t'embrigades dans des trucs pour lesquels t'es pas prêt, je pense. Bon, Agatha All Along. Putain, il y a même un épisode où j'ai marqué juste waouh, tellement j'étais subjugué, c'est l'épisode 6. Ah ouais. Le premier épisode. Alors par contre, impératif, si vous regardez Agatha All Along, il faut que vous ayez fait une partie du MCU. Parce qu'il faut impérativement que vous ayez vu Vendavision. Là vraiment, quand t'arrives dans Agatha All Along, c'est ouf parce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu là Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a fait penser à ça? Merde, je me rappelle plus. J'ai vu un truc qui m'a fait penser à ça. Et en fait, c'est dingue, c'est que X-Files, c'est tellement marquant pour les gens de mon époque, et ceux juste avant, que dès que tu vois une voiture dans une forêt avec un grain caché un peu particulier, tout ça et tout, c'est X-Files. C'est oufissime. C'est X-Files direct. Bah là, c'est ça. Euh, c'est dingue parce qu'en fait, c'est. Tu sais, on te casse le quatrième mur de manière tellement subtile que tu te demandes si ce que tu vois, c'est vraiment ce que tu dois voir ou s'il n'y a pas un problème en fait dans la série. Mais premier degré, hein. C'est dingue. Et c'est tellement beau. Vraiment, là, pour le coup, c'est superbe. Isn't that true, Agnès? C'est ce que j'ai noté. Et t'es là, tu dis, mais elle s'appelle pas Agnès.
C'est Agatha, c'est, c'est pas Agnès, c'est Agatha. Et ce qu'il y a de fort, non merde, ce qu'il y a de fort, c'est ce que je voulais regarder en même temps que vous. Ce qu'il y a de génial, c'est que du coup, Catherine Hahn, elle est castée à la perfection pour ce rôle. Je sais pas s'ils avaient prévu de faire Agatha All Along avant. C'est vrai que je ne me suis pas renseigné là-dessus, j'aurais dû regarder avant. Euh, pour être certain qu'il n'y ait pas de miscast. Mais vraiment, les gars, elle est. Mais c'est une pépite pour ce rôle. C'est une pépite. Voilà, je vois que. Ouais, ben voilà, c'est ça. Je vois qu'elle reçoit. La série, elle reçoit Golden Globe, donc les nominations Golden Globe, la meilleure actrice pour une série télévisée, musicale ou comique. Euh, comique. Elle remporte le Saturn Award de la meilleure série télévisée de super-héros. En même temps, c'est pas compliqué, hein, vraiment. C'est juste pas compliqué. C'est tellement qualitatif que c'est fou. Et donc là, c'est 3 ans après, à Vendavision. Donc à la fin, donc quand Monica Rambeau récupère, enfin, découvre qu'elle aussi, elle a peut-être des super pouvoirs, que Vanda abandonne Westview, tout ça et tout. Que on a Vision, mais donc le Vision synthétique qui est présent. Donc ça fait beaucoup de choses en fait à prendre en compte. La musique, et ce que je note, il faut lire le générique en fait. Si tu lis le générique, tu comprends que tu te fais baiser la tronche dès les premiers plans. C'est trop fort. Je vous jure les gars, c'est une dingue. C'est ce putain, ce premier épisode. Et je crois que je vais la refaire la série parce que vraiment ça m'a fumé. Ça m'a fumé. Euh, et je note, les gars, je suis à fond. Parce que j'ai écrit pour vos petites gueules en fait. Avant, j'avais des carnets comme ça. Je sais plus où c'est que je les ai foutus. J'avais des carnets où j'écrivais pour les films, j'écrivais les séries et tout. Je me disais, tiens, ça m'a plu parce que ça, machin. Pas où ils sont passés ces trucs. Je note la musique et la photo, Goldé. Et vraiment, je vous jure, ce premier épisode, c'est X-Files. C'est tous les codes sont là et il faut avoir vu Vendavision pas juste avant, mais il faut que tu l'aies en tête, quoi, en fait. Moi, Vanda, je l'ai vu plusieurs fois, donc ça se passe, mais c'est vrai que si je l'avais pas vu plusieurs fois, je pense qu'il y aurait quelques trucs où je me suis dit, passé à côté. Deuxième épisode, je note toujours aussi cool dans le même esprit que Vendavision, exact. Il y a la chanson Down, Down, Down the Road. Je note envoûtant, littéralement, c'est excellent. Effectivement, donc en fait, majoritairement, la série se passe sur la route. Et il faut chanter pour arriver sur la route, dans la cave, chez Agatha, et il y a la route. Troisième épisode, je note mystérieusement mystérieux, définitivement. Il y a quelques visions, apparitions qui sont très particulières. Ah putain, je vous spoil rien, vous allez kiffer. Et les musiques, c'est abusé, ouais. Il y a l'apparition du Darkhold pour Agatha, et pareil, je note encore une fois le générique de fin. Et c'est con parce que, en fait, le générique de fin, il compte comme faisant partie de l'épisode, et moi je le prends en considération parce que si tu le prends pas en compte, mais tu passes à côté d'une partie de ce que la série est pour la musique. Énorme. Épisode 4. Ah oui, putain, c'est l'épisode 4. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que The Fuck Qu'est-ce que The Fuck Épisode 4. Je suis aussi perdu que les personnages, mais la partie chantée est excellente. En fait, je suis perdu, mais c'est ce qu'on veut que tu sois, en fait. On veut que tu sois perdu dans ce putain d'épisode. Parce qu'en fait, on veut que tu sois là où sont les personnages, du coup. Donc, c'est vraiment super, quoi. Épisode 5, c'est sombre. C'est tellement sombre. Je l'ai en tête, je le lis et je l'ai en tête. Avec la vibe des années 80 qui va avec, évidemment. Mais c'est tellement sombre, les gars, vous allez péter un plomb. Épisode 6. Épisode 6, c'est une masterclass. Voilà, je peux pas vous le dire autrement. C'est une putain de masterclass de fou, quoi. Épisode 7, le plan d'intro, il est...
Je crois qu'il y a un showrunner pour... je sais pas si c'est le même showrunner pour WandaVision, Agatha All Along et Vision Quest. Mais... Mais putain... Mais putain quoi. C'est trop fort. C'est trop fort. Donc le plan d'intro, les refs excellentes dès le début. L'épisode est tendu de fou. Il y a un va-et-vient permanent. Ah putain, mais ouais, il y a un va-et-vient permanent dans l'histoire. Ouais, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et je note donc, je retourne la page parce qu'en fait, il me manquait un tout petit peu de place. La fin de cet épisode, elle est poétique à souhait. C'est superbe. Vraiment, vous allez kiffer de fou. L'actrice qui joue la mort, je vous spoil pas, mais vous saurez de qui je parle. En fait, elle est, je note, charismatique, sublime et envoûtante. Mais vraiment, en fait, c'est dingue, c'est dingue. Ça te donne envie de mourir. C'est pas ça, mais ça te donne envie de tomber amoureux de la mort. Tu vois la meuf, elle est tellement charmante, elle est sublime, elle est envoûtante, elle est suave, et en même temps elle fait peur, et en même temps, tu te dis, putain, c'est dingue. Euh, j'ai noté que j'ai aimé couper la réalité comme une tenture pour en sortir. Ça, vraiment, ça m'a fumé. C'est-à-dire qu'en fait, elle brise le quatrième mur, mais le leur, pas le nôtre. Tu sais, c'est le troisième mur ennemi un peu. Elle coupe la réalité, et elle sort. C'est la mort, en fait, donc elle part où elle veut, quand elle veut. C'est comme si moi, j'étais là et que je faisais ça d'un coup, et dans l'air, et je coupais l'air, et en fait, ça me faisait sortir. Ça, c'est vraiment génial. Ah, c'est énorme. C'est cruel dans ses émotions. Agatha et sa perte. Horrible. Horrible. Comment elle déguste face à la mort, par contre, ça c'est génial. Le duel, il dure très peu de temps, mais il est super. Le thème musical de la mort, vous allez l'entendre dans l'épisode 8. Vous allez péter un plomb, c'est une dinguerie. Visuellement, c'est une poésie cette fin. Ouais, vraiment, visuellement, cette fin, c'est masterclass. Vraiment, c'est masterclass. Donc, l'épisode 8, c'est pas la fin, mais c'est la fin de cet épisode. Et super. Et l'épisode 9, l'épisode de fin, avec la musique d'intro qui est une dingue, évidemment, une fois de plus. Cet épisode, je note ambigu cet épisode dans le passé. La mélancolie de ces moments passés est cruelle. Et je note, on les a vécus avec elle. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est tellement bien amené. Vraiment, moi, j'ai eu l'impression qu'on s'adressait. Ça, je trouve que c'est fort dans les médias projetés, donc comme ça, ou diffusés. Quand on arrive à te faire prendre parti de ce que tu vois à l'écran, tu vois, je trouve que c'est fort en fait. Et là, je note, on les a vécus avec elle. J'ai même mis le smiley. Là, il y a un smiley horrible, la pauvre, parce que c'est cruel. Et en fait, comme pour beaucoup de choses, je pense, dans la vie au quotidien, mais dans nos vies à nous tous, euh, là, je note comme elle se transforme instantanément. Et en fait, parce qu'elle n'a pas le choix, c'est pour survivre qu'elle fait ça. Et c'est une forme de survie de se transformer, de vouloir se transformer à un moment donné, de choisir, de se dire plus rien ne m'arrête. Dorénavant, c'est comme ça que ça se passe, c'est moi qui décide. Ça, c'est fort. Ensuite, j'ai noté, ah ouais, la boucle. Ah, sa mère. Ah, et avec le quatrième mur qui va avec. J'ai mis une petite vague parce qu'il y a des trucs où je voulais pas vous parler, dont je voulais pas vous parler volontairement. Et je note que c'est terriblement touchant. Et la musique du générique de fin, elle est géniale. Ça finit pour moi un peu en nœud de boudin. Ça me concerne. J'ai l'impression que, je sais pas s'il va y avoir une saison 2. Et s'il y a une saison 2, les gars, moi je suis preneur de fou parce que vraiment c'était très très bon quoi en fait. Et, tout pour ça quoi. Vraiment, ça, t'as envie de ça quoi en fait. T'as envie de séries qui soient qualitatives de la sorte. T'as envie de prendre ton pied devant une série qui est bien écrite, qui se fout pas de ta gueule, qui mélange pas tout, qui te propose quelque chose d'intéressant, de profond et de touchant. Enfin, c'est non, c'est ce que tu veux voir en série. Vraiment, moi,
passé un excellent moment là-dessus. Pas pour en faire des caisses, hein, mais ça m'a parlé de dingue de part en part, cette série-là. J'appréhendais un peu parce que quand tu voyais un peu ce qui était dit, c'était les gens faisaient beaucoup la comparaison avec Vanda, Vision, je comprends la comparaison. Ils auraient dû plutôt faire le parallèle, c'était quand même mieux que de faire la comparaison, mais bon. Et, euh, et vraiment, le fait d'arriver à connecter les deux, aussi bien Vanda que, que Agatha sur leur tronçon respectif, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié, ça m'a beaucoup touché cette série, j'ai trouvé que c'était très bon, évidemment. Et il y a des épisodes où c'est un peu plus, c'est pas dark as fuck, t'as pas peur ou quoi, c'est pas le but, hein, c'est pas une série peur. Par contre, c'est une série où ça te demande beaucoup d'introspection. Ça fait peur, mais pas de la même manière. Mais ouais, c'est. Non, c'est vraiment une chouette série, je vous recommande. Euh, pour Miss Marvel, je vais pas vous dire ouais, foncez et tout. Si vous êtes un adolescent, au moment où vous l'avez vu, cette série, c'est sûr. Mais pour Agatha, vous allez. C'est mindfucking, vraiment ça te baisse la tronche quoi en fait, ça te baisse la tronche mais de la bonne manière quoi en fait, c'est pas là pour te dire ah vous avez vu ce plan là, vous l'aviez prévu machin, tu dis non j'avais pas prévu mais j'aime bien ce que vous proposez quoi en fait, moi je pense à plein de trucs quand je regarde ce genre de série, euh, surtout des séries où tu sais qu'on peut s'adresser à toi, parce que là c'est un peu le cas avec Vendavision c'était déjà le cas tu vois, c'est comme là c'est vraiment une suite, c'est un spin-off mais c'est une suite directe. Très très fort. Vraiment, ça me donne, en fait, ça me fait languir l'attente dans 2 mois du coup de Vision Quest parce que je vous dis, j'ai vu la bande annonce et ça a l'air, mais vraiment, ça a l'air pépitesque. Donc non, vraiment, c'est grave cool. C'est grave cool. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir pris le temps. C'est long comme d'habitude, mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien faire cet exercice. Merci de prendre le temps. Donc une fois de plus, petit like si ça vous chauffe, un grand commentaire si ça vous chauffe aussi. Merci d'avoir pris le temps une fois encore. Et je vous dis à très vite. Bisous l'équipe, à plus. Ciao ciao.